Pour s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et c'est bien dommage parce que hier, pour ceux qui sont sur ma page, vous avez vu que j'ai dû lancer des publicités pour inciter les gens à venir à la manifestation. J'ai vu 400 personnes, 1400 et puis, curieusement, tout le monde n'est pas venu. Bon, c'est pas grave. Moi, ce que je sais, c'est que nous sommes engagés dans un processus de révolution. Et on ne saurait reculer. La situation du Gabon aujourd'hui nécessite que chacun de nous mettre la main à la pâte. Vous allez vous étonner pourquoi les journalistes animent des conférences de presse pour parler politique. Mais c'est parce que justement, ceux qui devaient mener la lutte ne le font pas, par peur. Nous sommes dans une situation où lorsqu'on n'a pas un chien pour t'accompagner en plus, tu prends le capri pour t'accompagner. Donc, nous sommes obligés de lutter parce qu'il y a des aînés qui devraient lutter face à Ali. Mais malheureusement, ces aînés se sont compromis. C'est pourquoi vous avez remarqué que je suis devenu plus virulent ces derniers temps, vis-à-vis de certains que je connais très bien et qui jouent parfois au Don Quichotte. Et j'ai commencé à mettre chacun dans son petit étui, parce que c'est important. La situation du Gabon, je ne peux pas dire que vous suivez ça par Gabon Télévision, parce que Gabon Télévision, c'est une caisse de résonance du pouvoir. Ça ne nous renvoie que la belle veste de Ali. Gabon Télévision ne nous montre pas la veste plissée d'Ali. Non. C'est à travers les réseaux sociaux que nous avons des informations. Nous, on a la chance d'avoir deux grands journaux, les plus puissants d'ailleurs du pays, et d'avoir fait en sorte que nous puissions avoir un réseau de renseignements sur l'ensemble du territoire. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, que bien que nous trouvons en France, on continue à informer les Gabonais sur la marche, sur l'évolution de la société. Et ça, c'est quand même quelque chose qui mérite d'être salué. Parce que beaucoup avaient pensé, quand nous envoyons ici en exil, que Écho du Nord allait mourir, que Fait divers allait mourir. Mais à leur grande surprise, les journaux continuent à sortir. Je ne me suis pas retrouvé en France par complexe, non. Je connais la France depuis. J'ai été formé ici. Je suis venu faire mon dernier stage en 2011 ici. Je suis venu, comme disait Désiré tout à l'heure, c'est parce qu'on estime que pour mener la lutte, il faut être en vie. Et c'est vrai que parfois, il vaut mieux être un héros mort qu'un lâche vivant qui fait pitié. Mais tant qu'on n'a pas encore aperçu le bout du tunnel, il faut se mettre en sécurité. J'étais traqué au Gabon pour avoir mené des enquêtes sur l'ensemble du territoire sur les crimes rituels de 2001 à 2014. Vous savez, j'étais à l'Union, le quotidien national, que M. Ali Bongo a racheté en 2009 après son arrivée aux manettes, à son accession à la magistrature suprême. Et de là, ont commencé nos problèmes. Parce que moi, j'étais parmi ceux qui avaient dit à Ali Bongo, laisse, ne te présente pas, laisse le nom de ton père d'abord se reposer. Maintenant, si tu es l'homme de la situation, après 7 ans, on viendra te chercher. Il a dit, hors de question, je suis déjà engagé, je ne peux plus reculer. Et j'ai dit, je te ferai battre sur moi. J'ai vendu mon véhicule de 27 millions que mon oncle m'avait donné à mon anniversaire. 5 jours après, je l'ai vendu à 15 millions parce qu'il fallait avoir la campagne, de l'argent. À un moment m'a donné 5 millions. Et je suis allé faire battre Ali copieusement dans ma ville natale à Mandi et dans la province. Et de là, on commençait le problème parce que Ali ne me pigeait pas. Et il y a eu des émeutes à Port-Gentil où il a fait venir des mercenaires de pays étrangers pour massacrer les Gabonais, puisque au Gabon, tout le monde se connaît, on ne peut pas tuer son frère,
facilement. Je suis allé mener cette enquête dans des conditions difficiles parce qu'aucun journaliste n'était autorisé à accéder à Port-Gentil. Même France 24, c'était limité à Libreville. Moi, j'ai accédé à Port-Gentil en utilisant les méthodes de journalistes d'investigation. Et j'ai découvert que, contrairement au nombre de 3 morts qui avaient été annoncés par le ministre de l'Intérieur, qui est du reste mon cousin, qui avait plus d'une vingtaine de morts. Les gens ont été tués, on a enterré dans les charniers, dans la zone de Tchengue. Et pour éviter que les gens découvrent ces charniers, puisque c'est une zone reconnue pour l'extraction du sable, on a, M. Bongo, Ali, a implanté une base militaire là-bas pour que les gens n'y accèdent plus. Jusqu'à aujourd'hui, cette base-là se trouve. Donc Ali a commencé à faire la guerre. Il a racheté l'Union. Et puis, il prend une mesure qu'on doit plus parler de crimes rituels dans le journal. En temps, je sortais du stage en France, j'ai créé le service Faits divers et justice à l'Union. Et 80% des articles de ce journal-là, c'était des crimes rituels. Et j'ai dit à M. Lenjouen Ndembe que c'était difficile d'appliquer cette mesure. Parce que 80% de nos articles, c'était les crimes, les assassinats, et que s'il fallait remplir une page chaque jour, sans ces faits divers-là, c'était difficile. On a évolué comme ça, et puis il y a eu le sac de l'organe humain qu'on a découvert à Ouloumi. Il fallait dire après le lendemain que c'était la viande d'éléphant. J'ai refusé d'avaliser ça. Et puis le climat s'est dégradé et je préférais partir. Quand je suis parti, j'avais mis là une proposition. Naturellement, Désiré, qui est là, qui est un aîné pour moi. Parce que ces clients n'ont jamais compris, mais on me dit, mais qu'est-ce que tu fais chez les femmes là-bas? La chance que j'ai eue, c'est que moi j'ai été élevé dans une famille de 42 gosses. Où on ne connaît pas les histoires, toi tu es Zébi, tu es Bounou. Je suis venu renforcer parce que pour moi c'était l'un des rares journaux qui ne passait pas le temps à lire qu'Ali Bongo est beau, qu'il a un beau costume. Et là, ça n'a pas été apprécié parce que les gens ont pensé qu'en démissionnant de l'Union, je devais aller à l'étranger et que je devais leur coller la peine. Mais je revenais à l'École du Nord. Ça a commencé à emmerder le pouvoir en place. Et puis, le 3 février, je crois, nous avons eu le quitus. Le 3 d'abord le quitus, et puis le 7 février, nous lançons le premier numéro des Faits divers, qui est un journal entièrement consacré aux faits de société, avec, puisque les éléments avaient pris l'engagement de lutter contre le phénomène de crimes rituels, qui avait pris de l'ampleur sur l'ensemble du territoire. Et nous avons commencé des enquêtes sur l'ensemble du territoire. Nous avons eu à dépenser, parce qu'il fallait beaucoup de moyens de communication. Et ça a commencé à énerver le pouvoir en place. Donc la guerre s'est intensifiée. J'ai fait, de 2001, quand j'étais à l'Union, j'ai commencé les enquêtes. En 2013, donc juin, quand j'ai démissionné de l'Union, je me retrouve à nos éditions. Et lorsqu'on lance en février 2014, Faits divers, les problèmes s'intensifient, le pouvoir nous fait une guerre. Mais c'était difficile de me tuer parce que je ne bois pas, je ne fume pas. Vraiment, ma vie est modulée à Libreville. Parce que vous savez, lorsque tu sais que quelqu'un chez toi a été poussé, ne t'arrête pas devant un ravin, n'est-ce pas? Je n'ai pas donné l'occasion au pouvoir de me précipiter vers le tombeau. J'ai mené mes enquêtes tranquillement et on est arrivé à un moment où j'ai dit à Désiré, lorsqu'il y a eu 2 filles et un garçon qui ont été déportés dans la zone de Mimongo pour être dépecés par des lampistes reconnus comme les gens de Alfred Nzengi Madungu, conseiller politique d'Ali Bongo, je suis allé mener cette enquête et ce conseiller m'a approché avec de l'argent pour que je teste toutes les enquêtes liées à cette affaire. Entre-temps, 4 de ses collaborateurs avaient été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Et j'ai dit à ces messieurs qu'il était hors de question que nous on teste cette affaire, garde ton argent, nous sommes ici engagés dans une logique de lutter contre ces phénomènes-là qui avilissent notre pays. J'ai été mal vu, c'était tout de suite déjà l'arrêt de mort que j'ai signé en refusant ça. Et la guerre a commencé lorsque le 19 novembre, nous lançons un numéro sur décembre, autant pour moi, nous lançons un journal avec un mini-dossier sur les crimes rituels où nous avons dit clairement que c'était la présidence de la République, et ça je vais vous le prouver tout à l'heure, que c'était la présidence de la République qui était derrière les crimes rituels parce que Nzengi Madungu est le conseiller d'Ali Bongo. Et lorsqu'il est cité dans une affaire comme ça, je crois que Ali Bongo, en tant que
s'il était un héros cornélien, il aurait pu demander à ces gars-là de démissionner ou le démettre de ses fonctions pour le mettre à disposition de la justice, comme il a fait avec Koyiba. Mais malgré le déclenchement du scandale, Ali Bongo l'a gardé à son poste. Et moi, j'ai eu à chuter sur Ali Bongo, sérieusement, en présentant ce monsieur, que c'est lui, et c'est Ali Bongo le bénéficiaire. Parce que dans toutes les enquêtes que j'ai menées, les déclarations ramenaient toujours à Kombesi, Ali Bongo et Madungu. Donc il fallait éliminer Moulenda. Et puis, lorsque nous lançons le numéro 46, le fait divers, ça déclenche le scandale parce que je suis appelé à l'Assemblée nationale par le premier questeur de l'Assemblée nationale, M. Jonathan Inyumba, qui me dit: viens, j'ai une information complémentaire à te donner par rapport à ton article. Naturellement, tout bon journaliste ne peut pas refuser. Je parle là sur le compte des journalistes qui sont là. On va vers la source qui t'a recueilli l'information et ne pas la diffuser si elle n'entre pas dans le cadre professionnel. Donc, je suis allé et j'ai été séquestré à l'Assemblée nationale par M. Félicien Moulionze, qui était directeur de cabinet adjoint du président de l'Assemblée nationale, Guinzo Bandama, qui disait que j'avais laissé passer un article de mon collaborateur Wilfried Yégué et qu'il fallait que je fasse venir Wilfried Yégué où il m'abattait. J'ai dû mentir que Wilfried Yégué était allé en mission, qu'il ne pouvait pas sortir de là. Et pour sortir là, j'ai dû envoyer un message à certains amis. J'ai balancé une alerte sur ma page Facebook et une mobilisation. Et j'ai été exfiltré par les gendarmes en service à l'Assemblée nationale pour aller ensuite à la PJ faire ma déposition. Mais à ma grande surprise, moi qui vais me plaindre pour avoir été séquestré et menacé de mort, c'est moi qu'on arrête par la suite en compagnie de Désiré. Et on nous déporte à la police judiciaire, plutôt à la DG, Direction Générale de Recherche, qui est une police politique. Et puisqu'on n'a pas assez de temps, je ne vais pas aller dans le détail. Et au sortir de là, nous avons été sauvés parce qu'il y a eu la pression internationale, il y a eu la pression des étudiants, de l'opposition. Et il fallait qu'on nous laisse en vie, mais on a failli nous déporter nuitamment vers un lieu. Ils ont fait venir une ambulance au motif que nous, on était malades. Or, ni Désiré, ni moi, personne n'était malade. La preuve, c'est qu'on a fait une prise de tension, on était clé, on n'avait pas de soucis. Ce sont les gens qui étaient devant l'esplanade de la DGL qui ont dit: ce bus-là, cette ambulance-là ne sortira pas d'ici. Donc nous avons été sauvés parce que le 20, quand Bouloubeka meurt, il y avait cette manifestation du 20 décembre qui était prévue et les opposants avaient dit: si jusqu'à 15h vous ne sortez pas, nous on va faire un raid là-bas pour vous libérer. Et c'est sous la menace des opposants et des étudiants que nous avons été libérés à 15h30. Et lorsque je suis libéré dimanche, Désiré vient en France parce qu'il avait ses examens à faire. Moi je reste et ils ont trouvé que j'étais devenu vulnérable, que c'était l'occasion de mettre la main sur moi. Parce qu'ils savaient naturellement que quand il y a eu mobilisation pour nous sortir, et que s'il y avait 200 personnes, en tout cas 150 c'était des femmes. Et ils ont dit: ah, si on touche là où il y a des femmes, on va répondre avec les femmes. Donc là il est maintenant seul, on peut l'abattre. Et c'est comme ça que je reçois encore beaucoup de fils de Modeste Anjale Neve, je ne sais pas si je prononce ça bien, qui me dit que tu es encore convoqué ici, il faut que tu viennes. Entre-temps, les amis qui sont au service de renseignement, dont je tais le nom, parce que sinon on va les ébouiller dans la journée, m'ont dit: attention, ton collègue est parti, mais là, c'est toi qu'on vise parce que tu es seul, tu es vulnérable, ils vont mettre la main sur toi, ils vont te tuer. J'ai demandé déjà à ma femme de quitter la maison. Quelqu'un de renseignement m'a rappelé à minuit pour dire: tu dois quitter la maison, tu dois vraiment évacuer la maison, ne reste pas là-bas, viens, j'ai des choses à te dire. Je suis allé à sa rencontre, il m'a fait écouter l'enregistrement, et après, il était question que je quitte le Gabon. Mais il m'a dit: nous avons reçu des instructions de t'arrêter. Mais comme je sais que tu fais ton travail, nous on ne peut pas faire ça. Mais on va s'entendre pour que tu prennes toutes tes dispositions. Il est parti, je suis allé dormir à l'hôtel, ma femme est allée dormir chez les parents, et puis il fallait quitter. Mais le lendemain, lorsque je repars, je trouve la porte de ma maison fendue. Parce que justement, les escadrons de la mort avaient été envoyés et ils sont passés là-bas pour chercher à me retrouver. Vous voyez la porte? Ça, c'est la porte centrale. Ils ont fendu. Vous voyez la porte
de la chambre, ils ont tout enlevé. Ils ont accédé. Et dans la précipitation, comme quand j'étais parti à la rencontre de la personne qui m'avait appelé pour me donner des informations, j'avais laissé 500 000 francs sur le meuble de la télévision de la chambre. Curieusement, les voleurs ont accédé à la chambre. Ils n'ont pas pris les 500 000 francs. Et la maison était intacte. Parce que le salon, ils n'ont rien volé. Voilà mon salon. Ils n'ont rien touché. Ils n'ont rien touché, tout était là, intact. Drôle de voleurs. Et Désiré avait des informations aussi que j'avais été, qu'il fallait bien que je parte. Je ne peux pas vous montrer, j'ai des images là, j'ai des images que j'ai gardées, des gens de renseignement qui me donnent ces informations. Parce qu'il y a leur nom, je ne peux pas les publier, sinon ils vont être assassinés là-bas aussi. Et j'ai fait une procédure qui consistait à aller à l'ambassade du Gabon pour voyager. On m'a dit d'accord, tu prends ton visa à 11h et tu voyages à 20h. Achète tout billet, fournis telle chose. À l'ambassade de France au Gabon, au consulat. J'ai fait tout. Au dernier moment, la présidence publique était informée que je partais. La présidence publique a envoyé l'un de ses sbires qui est au Gabon depuis les années 60, qui est Chanel, Eric. C'est lui qui est parti dire, vous ne le laissez pas partir. Parce qu'il va en France, là, il va aller écrire dans les journaux, les crimes rituels, il va sortir ce plan de livres et il faut le bloquer. Donc, à 11h, je devais prendre le visa, vous voyez, c'est 11h pile. 11h pile. Je devais récupérer le visa à 11h pile. À 10h45, le téléphone sonne, m'appelle pour dire, monsieur Mourenda, malheureusement, on ne peut plus vous donner le visa. Je dis, pour quelle raison? Ah, en tout cas, allez-y, soit en Afrique, soit bien au Maroc. Mais en France, vous n'irez pas. Je n'ai rien compris. Et c'est plus tard que je découvre que finalement c'est la présidence de la République qui était en train de manigancer parce que la présidence de la République avait peur que je vienne en France pour donner toutes les informations. Voilà, ça a été écrit, c'est que m'a demandé la responsable du service visa, le consulat de France au Gabon. C'est elle qui m'a dit fournir ça. Et j'ai fourni tous ces documents. Donc, pourquoi on m'a refusé le visa au dernier moment? Parce que justement, la France, la présidence de la République était intervenue. J'ai rempli tout, vous voyez, j'ai même payé, ils m'ont même pas remboursé mon argent. Tout est là. Et on m'a refusé ça. Et après cet incident-là, donc, la dernière voie, c'était passer par le Cameroun et Désiré à tout organiser, c'était planifié. Nous sommes partis à bord d'un véhicule d'un aîné qui connaissait bien la route pour l'avoir pratiqué. Et malheureusement, j'étais filé au départ de l'île de Ville parce qu'ils utilisent les moyens de renseignement. Vous savez, ils ont fait venir les Israéliens. Donc, tous les téléphones sont sous table d'écoute. Et on sait où tu émets le coup de fil. Moi, je ne savais pas. Mais c'est un ami qui me donne l'alerte. Et lorsque j'arrive, je démarre. 20 minutes après, on savait que j'avais démarré. Et ils ont envoyé leur sbire, Djengi Madongu, pour venir en finir avec moi. Et quand j'arrive, Désiré me donne la lettre. Je suis déjà à l'entrée de Médouneux. Donc, après tout, il me dit, attention, tu es suivi, il faut éteindre le téléphone. J'avais j'avais mon téléphone Nokia, plutôt Galaxy S4, plus un Asus. J'ai pu dépiécer l'Asus, plutôt Nokia, parce que la batterie n'est pas incorporée, mais l'Asus, je ne pouvais pas parce que c'est une batterie incorporée. Donc, ils ont continué à me filer. Sans le savoir. Nous avons dû rouler à vivre au point qu'on a même failli faire un accident à l'arrivée de Oyem. On est arrivé à Oyem, on s'est dit on ne peut plus continuer dans la nuit jusqu'au Cameroun, on va devoir attendre le lever du jour. Et puis on a attendu, on a dormi, on a couvert la voiture avec une bâche pour éviter qu'on sache qu'on est là. On a repris le chemin le matin, on est arrivé à Kiossi autour des 13h et il était question que ceux qui m'accompagnaient, c'était deux hommes qui le repartent parce qu'il y a un qui était parti du Cameroun pour venir me rencontrer et me conduire jusqu'au Cameroun. Mais comme c'était samedi déjà, il fallait que je prépare le journal Écho du Nord et je suis allé à l'hôtel Saratel qui est à Kiossi. Je suis allé, ils m'ont dit au revoir et puis il était question que j'aille me reposer avant de commencer le journal. Lorsque je les raccompagne, je remonte et quelques minutes après, je sens l'insomnie, je dis bon, je vais faire le journal pour ne plus dormir. Quand je descends pour aller prendre le mot de passe du Wi-Fi, imaginez qui je rencontre. Alfred Edmond Djengi Madongu, le conseiller politique d'Ali Bongo. Quelqu'un que tu fuis, tu le retrouves à 1200 km. Parce que justement, il avait l'itinéraire
il savait très bien par où on était passé. Et j'ai crié, ce sont les agents de l'hôtel qui sont venus, et il a fui avec 2 véhicules et 10 gardes, 11 gardes, plus lui, ça faisait 12. On les a poursuivis, on les a rattrapés, il avait franchi la frontière parce que la police de Kiossi a poursuivi, et s'est retrouvé à Ouéhem, on les a arrêtés. Et c'est monsieur Meksa Kombesi, le directeur de cabinet d'Ali Bongo, qui a appelé le colonel Nganga, qui est le patron de la DG là, pour dire libérer Malungu. Malungu a été libéré. Moi, notamment, les autorités camerounaises étaient informées que j'avais échappé à un assassinat. On estimait que je ne pouvais plus dormir à Kiossi, qu'il fallait m'amener à Yaoundé. Donc, notamment, on a envoyé les policiers qui sont venus me prendre pour me déposer à Yaoundé. Et pour avoir le visa à Yaoundé, ça n'a pas été facile, parce que ne peuvent avoir le visa que les résidents. Il a fallu l'intervention de Désiré. Il a fallu l'intervention de Marcona. Il a fallu l'intervention de beaucoup d'organisations, Amnesty International, beaucoup d'organisations, jusqu'au gouvernement français qui a dû peser de son poids pour que je quitte, parce qu'au Cameroun, c'est une partie du Gabon. Les gens entrent facilement. Et ça, on a reçu ça après 22 jours. Donc je suis arrivé ici. Pourquoi? Parce que j'ai fait un travail formidable depuis 14 ans. Je connais qui tue. À certaines occasions, j'ai dû me taire. Vous avez vu que j'avais parlé, j'ai fait une vidéo la fois dernière où je parlais de Naondo. J'ai dit tu t'étais parce que tu n'as pas 20 sur 20 sur le plan comportemental, parce que toi, tu es un tueur. J'étais obligé de dire ça. Et pourtant, c'est des choses qu'on ne pourrait pas évoquer quand on était au Gabon. Aujourd'hui, le pouvoir en place utilise les crimes rituels comme moyen de pérenniser son influence, comme moyen de convaincre la foule, comme moyen de s'enrichir aussi. Et j'ai eu tous ces éléments. Je vais être obligé de faire quelques projections pour les âmes sensibles. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Je vais vous faire écouter aussi des sons, des gens qui font des témoignages, parce que quand on vous dit ces choses-là, parfois vous pensez qu'on est en train d'exagérer parce qu'on est contre Ali. On monte? Oui. Bon, ceux qui ne veulent pas regarder, voilà. Bon. Vous voyez ce monsieur, c'est un pygmée. Il a été tué. Il a été tué à Mekambo. Et les pygmées, comme c'est une couche sociale vulnérable, qui n'a pas de défense, qui ne connaît pas la culture juridique, porter plainte et tout, donc on s'en prend aux pygmées. C'est parmi les pouvoirs du pouvoir en place. Cette dame-là, elle a été tuée aussi toujours à Mekambo. On l'a tuée une nuit, pendant qu'il y avait une veillée de circoncision. Son fils était sorti, il était seul, ils sont allés la tuer dans sa maison et ils ont coupé ce que vous voyez là. Ça là, ça à Makouké. Une dame camerounaise, vous imaginez. Donc on ne tue pas que les Gabonais. Ça c'est un monsieur, un enfant qu'on a enlevé devant son lycée. On voulait aller le dépêcher, c'est un policier qui l'a sauvé. À la dernière minute, c'est un groupe camerounais qui a un lien avec une grande dame qui est chez nous là-bas. C'est son groupe qui menace tout le monde, parce que maman menacée, elle a dit qu'elle attend encore au pays, comme si on a dit qu'elle sera la dernière gabonaise à mourir. C'est quoi le nom? Tu as le nom ou quoi? C'est basé à Savani. Ce sont ses enfants. Ça, c'est le village qu'on appelle Ikembele. C'est à Mimongo. C'est le camp de dépaissage. C'est dans cette forêt que les gens de Nzengi Malungu vont souvent dépasser les victimes qu'ils déportent au départ des Libreville, d'autres villes et de Moula. Et ça, ils sont allés dépasser 3 personnes. Ça, c'est une fille de joie qu'ils ont tuée. Ils ont tiré du sang au bord des mers l'année dernière. Ça, c'est la petite Catherine, une fille de vous présenter, vous savez. C'est la fille qui a été tuée le 27 octobre 2013 à Conta, à 27 km de Libreville, par le compagnon de sa maman. Ça, c'est un monsieur qui a été tué à Mboukou. Mboukou, c'est un village qui est situé sur l'axe Mouila-Fougamou. Ils ont dépecé, ils ont pris le corps, la peau qui est sur la peau du ventre, et puis ils ont prélevé aussi les organes génitaux. Ça, c'est une fille, elle a été agressée. Là, elle n'est pas morte. La chance, c'est qu'elle a été sauvée par un vulcanisateur, parce que la personne qui voulait lui couper la langue a réussi à la mettre au sol, et le vulcanisateur est venu avec une barre de fer pour sauver. Elle n'est pas morte. Celle-là, c'est ma propre fille. Elle a été tuée. Et ils l'ont dépecée à Mouila par les gens de Nzengi Madougou.
C'est pour vous dire que le combat que je mène n'est pas qu'un combat national, mais c'est un combat aussi des citoyens qui est blessé. Je suis blessé dans mon amour propre. Parce que ma fille apprenait à Mouila et les gens qui sont allés la chercher sont les gens de Nzingi Madungu. Et elle est sortie depuis novembre 2013. On n'a plus eu de ces nouvelles. C'est plus tard qu'on a retrouvé le corps. Vous verrez les images plus tard. Ça, c'est un corps aussi qu'ils ont dépecé à Lebamba. Ça, c'est une fille aussi sur la route de Limongo. Ils ont envoyé couper la partie que vous voyez là, plus le doigt. Ça, c'est les organes que j'ai trouvés dans un campement. On fume les cadavres PK68. Ça, c'est le type qui a coupé, qui a tué la petite Catherine. Voilà, ça, c'est le cœur qu'on a découvert à la plage. Je vais insister sur cette affaire-là. Pourquoi? Ce cœur, c'est une jeune dame qui était en train de faire du jogging à la plage. Elle voit un monsieur qui passe, deux messieurs de la garde républicaine, s'il vous plaît, qui passent et qui font tomber ce cœur-là à la plage, sur du sable. Et puis, elle regarde, elle appelle les policiers qui étaient à côté de les messieurs qui partent, elle vient de faire tomber cet organe-là. Moi, je suis informé parce que j'avais des sources sur place. J'arrive et j'appelle le procureur arrive, on appelle le docteur Pemba. Et je crois qu'ils me suivent, hein, puisque ces vidéos-là vont être sur Internet. J'étais le seul à avoir dit, à première vue, que c'était un organe humain. Il m'a dit non, ça peut être le corps de chien et tout. J'ai dit ça, c'est un organe humain. Le docteur Pemba a mené au laboratoire. Après analyse, c'est un cœur d'un adolescent. Et c'est un adolescent qui avait été enlevé à Yombi. C'est dans le département de Tsamba Marouti. Et on a retrouvé ce corps-là, a été dépecé. Mais à la différence qu'on a attrapé l'un des messieurs qui était porteur de cet organe. Mais l'enquête n'a pas prospéré parce que c'était les gens de la garde républicaine. Donc vous voyez juste à quel niveau on implique des gens qui sont censés sécuriser la nation. Parce que n'importe qui ne peut pas avoir les attributs de la garde républicaine. On va pas dire que c'est quelqu'un qui a ramassé tous les attributs, la chemise, le pantalon, le béret, tout ça. Je ne pense pas. Donc voilà une affaire qui est passée sous silence et puis l'enquête n'a pas prospéré comme les autres enquêtes. Voilà ma fille qu'ils ont tuée à Mouila. Ils ont mis le bois dans le sexe comme d'habitude. Et ils ont écrit plus grave. Ce que plus grave ici sur la cuisse. Vemad c'est Vemalungu, le conseiller d'Ali. Au départ, moi en tant que journaliste d'investigation, je me suis posé la question comment quelqu'un pouvait tuer. Oui, attends, oui. Comment on pouvait tuer et signer encore Vemad? Je n'ai pas compris ça. Je pensais que c'était un sac l'embrouille parce qu'à Mouila, il y a beaucoup de réseaux de crimes rituels. Il y a pratiquement 4 patrons de crimes rituels dans la ville de Mouila seulement. Et je me suis dit que c'était peut-être un sac l'embrouille. Donc, je n'ai pas tout de suite pris, mais c'est quand on va fouiller le téléphone de l'enfant qui était resté dans la maison, parce qu'on est venu l'enlever. À la maison, le téléphone est resté, on a retrouvé le message d'un des chauffeurs de Nzingi Madungu. Donc on retrouve le message du chauffeur de Nzingi Madungu, et on retrouve sur la cuisse écrit Vemad. Vous pensez, là, on n'a pas besoin de faire de grandes études. Ce sont des indices concordants. Donc on a orienté, et plus de 4 de ces collaborateurs ont été arrêtés, et le ministre de la Justice, Mundunga, a appelé pour qu'on libère. Ils ont été libérés. Et quand j'ai dénoncé tout ça, c'était pas bien. Ce monsieur a été tué en Toum. Ils ont tiré, vous voyez, là, il y a du sang là. Ils ont tiré du sang à l'aide de seringues. Voilà. Ça, c'est les fumoirs où ils fument leur cadavre. Cette fille. Voilà Vemad. Vous voyez, non? Vemad, c'est le sobriquet de Nzingi Madungu. On a retrouvé ça. Rien que ça, sinon, Gabon était un pays sérieux. Ces messieurs ne seraient plus conseillers d'Ali. Pourquoi Ali Bongo le garde? Parce qu'il a des choses. Il les poursuit, on fait tout. Je vais vous faire écouter un son tout à l'heure, vous allez comprendre. Ça, ceux-là, ils ont dépecé une femme, Madame Martine Tsam, à Tondi Simba, l'autre côté, au confin de la Pointe Denis. Ils l'ont dépecé, ils ont pris le corps, la langue, après, à l'intérieur du corps, ils ont mis un chien mort. Ça, c'est une voiture, on a retrouvé dernièrement, j'étais déjà ici, on a retrouvé 4 enfants morts en Zion. Et l'un des enfants, parmi les victimes, on soupçonne quelqu'un qui est proche de la présidence de la République. Bref. Là, on a Zibouya à Chibanga. Ça, c'est une fille, ils ont tué au PK5, ils ont enlevé aussi
les organes génitaux. Ça, c'est la première victime. La barbarie. Parce que quand ils mettent le voile, en fait, ils enlèvent le clitoris pour masquer la mutilation. Donc, cette fille-là, s'appelle Grace Gisemuga. Elle n'avait que 15 ans. Sa mère l'avait expulsée de la maison à minuit. Et en sortant, elle est tombée sur des assassins le 4 mars 2010. Ça, c'est la fille qui avait été... Ça, c'est un vieux papa. Ils l'ont tué à Makoukou. Et ils ont simulé une pendaison. Or, vous savez que la pendaison, vous voyez, quand vous regardez ça, vous pensez que la pendaison, quelqu'un peut se pendre, les pieds touchent au sol, et puis c'est même pas au niveau du cou, c'est par l'arrière. Ça, c'est un simulacre. Bon, donc, il y a eu ça. Voilà. Voilà l'horreur. Ça, c'est la dernière victime, et c'est un conseiller qui est au ministère des Mines qui a fait tout ça. Les images, il y en a beaucoup. Ça c'est à Franceville, la région du président. Ils ont enlevé ça. Ça, c'est dans un campement à Mabounier. Ils ont tué toute une famille, 5 personnes, jusqu'au bébé de 3 mois. Tout ce monde-là. Donc, moi, vous voyez tout ça, ça c'est à Gamba. Donc, moi, je voulais juste vous dire que les crimes rituels, on ne choisit pas les victimes. On ne sait pas si tu es de l'opposition ou si tu es de la majorité. Donc, c'est un combat qui intéresse. C'est un combat de tous les Gabonais en principe. Mais je suis un peu déçu parce que les gens pensent que c'est une affaire des opposants et tout. Non, ce n'est pas une affaire d'opposants. Moi, je ne suis pas opposant en tant que tel. Je suis journaliste. Mais si nous, au désiré, moi, on a décidé d'être à la lutte, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait comme ces médecins libyens qui, après avoir appris que ce compatriote était au front, il a enlevé sa blouse blanche, il était en Allemagne, il est allé au front, aller se battre. Et après, il a repris sa blouse blanche. Quand les choses iraient bien au pays, nous, on les fera le combat. Mais pour le moment, on se bat encore. Parce que les choses vont de mal en pire. Vous avez appris cette affaire d'armes. Mais ceux qui suivent ma page savent que le 26 mars dernier, j'avais balancé une alerte pour dire qu'il y a un bateau qui est en train d'accoster avec les armes. Et dès que j'ai lancé l'alerte, j'ai appelé Marcel Libama et les autres. Ils ont dit qu'on envoie les gars là-bas. Lorsqu'ils ont vu les gars au port, suspect, ils ont tout contourné pour aller déposer ces armes-là à l'île Ninchi. Et ce sont ces armes-là, après on a fait une affabulation pour dire que ce sont des armes que les gens ont fait venir pour faire un coup d'État. Vous imaginez à quel point le pouvoir est ridicule. Et personne n'y a cru. Donc nous nous battons vraiment, ce n'est pas une haine personnelle contre Ali. Mais les choses vont mal. Même à l'époque, les Bongo Pères, ce n'était pas aussi comme ça. Et c'est pourquoi il est important que nous menions ces combats. Vraiment, ce qui nous unit est plus important que ce qui peut nous diviser. C'est pourquoi ne suivez pas les démons de la haine qui veulent maintenant tirer sur des gens qui luttent. N'écoutez pas cela. C'est ceux-là les vraies marionnettes. Parce que les chiens qui se battent entre eux s'unissent contre le loup. On n'a pas à nous shooter nous-mêmes. Nous avons l'ennemi public numéro 1, c'est le pouvoir en place, c'est Ali Bongo, c'est la Combessi et compagnie. C'est ce pouvoir qu'il fait faire tomber. Parce que même les crimes rituels, pour mettre un terme aux crimes rituels, mais il faut casser tout le système. On ne peut pas tuer un serpent qui s'enroule autour d'une calebasse sans casser la calebasse. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je voulais vous dire qu'il faut que ce soit le point de départ de quelque chose. Et qu'au-delà de nos clivages politiques, je l'ai dit hier, que ça dépasse le cadre politique, PDG, opposition. C'est un combat républicain. Vous allez fouiller, nous n'avons pas de carte de parti politique. Mais nous, c'est un combat républicain. Chacun devrait réfléchir comme ça en disant, c'est mon pays qui est en danger. Je vous dis, John Passos avait dit, on peut éloigner l'homme de son pays, mais on ne peut pas éloigner le corps de l'homme de son pays. On se trouve ici en France, mais le cœur au pays, vous n'imaginez pas. On n'est pas à l'aise. Parce que tous les jours, on essaie de vous rappeler que vous n'êtes pas chez vous. Vous savez comment ça se passe ici. Dans tous les pays du monde d'ailleurs. Donc on peut venir ici parce que, bon, volontairement, mais être contraint à l'exil, je vous dis, c'est quelque chose qui fait mal. Parce que nous sommes obligés de nourrir nos familles qui sont restées là-bas. Donc on paye des engagements pour nous qui n'avons pas
voulu faire dans la facilité, accepter l'argent, construire les maisons, on loue encore. Parce qu'on consacre notre vie à la lutte. Donc nous sommes encore locataires. Il faut louer au Gabon, nourrir les familles au Gabon, louer aussi ici en France. C'est pas facile. Mais je voulais que chacun prenne cet exemple-là. Nous ne disons pas que nous sommes les meilleurs lutteurs, mais nous voulons montrer un exemple pour que chacun s'approprie ces combats républicains. Et qu'au-delà des clivages, on regarde même la même direction. Et que tous les petits oiseaux là qui font du tapage, insulter les autres, dire tel n'est pas opposant, c'est des histoires. On doit être comme les enfants du serpent. Je vais terminer, désolé, tu me permets. Un jour, c'est ce que m'appelle mon grand-père, vous savez, j'ai grandi au village. Un jour, la panthère décide de bouffer le serpent vert. Le serpent vert dit, toi tu peux me bouffer toi. La panthère dit, oui, je vais te bouffer. Il dit, non, que si tu me bouffes, tu auras affaire à mon protecteur. Il dit, c'est qui ton protecteur? Il dit, alors je vais te montrer mon protecteur. Et il va, il montre au serpent noir. Il dit, c'est ton protecteur. Il dit, moi je peux te manger. La panthère dit au serpent noir, je peux te manger. Il dit, tu vas manger trop. Ok. Tu auras affaire à mon protecteur. Il dit, c'est qui ton protecteur? C'est pour ça qu'il va lui montrer le serpent qu'on appelle le naja, qui est très venimeux et qui tue en l'espace de quelques heures. Donc il va voir le naja. Il dit, mais je peux te manger, toi tu es petit par rapport à moi. Il dit, toi tu peux me manger, mais tu auras affaire à mon protecteur. Il dit, c'est qui ton protecteur? Il dit, alors, il est allé lui montrer le python. Il dit, ah mais le python, moi je peux aussi te tuer. Tu vas faire quoi? Il dit, ah bon, tu peux me tuer, mais tu auras affaire à mon protecteur. Il dit, c'est qui ton protecteur? Et il est parti lui montrer l'arc-en-ciel qui était dans une rivière. La panthère a vu mille et une couleurs. Et influencé a commencé à reculer. C'est parce que les serpents sont unis qu'on n'arrive pas à les exterminer. Si nous sommes unis, on va vaincre ce pouvoir. Regardez là où on a eu une occasion, Amon qui a été tué. Moi je peux confirmer parce que moi j'étais proche d'Amon. J'ai fait la campagne en 2009. Il m'a dit certaines choses. Et je l'ai dit dans le journal Fait divers. Pour ceux qui n'ont pas lu l'édition, vous me donnerez vos adresses. Je vous envoie l'édition qui est sortie. Nous avons parlé du mensonge. Amon a été tué, mais les gens sont assis chez eux. J'ai même vu des choses terribles sur la toile. Les gens disent, c'est une affaire de France, ça ne nous concerne pas. Mais ça, c'est de l'idiotie. Donc, il faut qu'on réfléchisse sur le moyen d'aller vers la lutte. Et les vrais lutteurs ne se shootent pas. Les vrais lutteurs ont un seul objectif, une seule cible. C'est le pouvoir en place. Donc, n'écoutez pas ceux qui font dans la division. Moi, j'ai vu des messages, je ne veux pas personnifier le débat parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas qu'on fasse leur publicité. J'ai vu quelqu'un qui m'a écrit sur la page en disant « faut te méfier des Irénam ». Vous avez vu ça, non? Non, c'est pas la mer. Ça, c'est les gens qui suivent la mer, justement, qui ont dit ça. J'ai dit à ces messieurs, j'ai dit, tu connais depuis quel âge je connais les Irénam? Les Irénam a été de tous mes combats. Vous savez, en 2009, j'ai failli faire la prison lorsque j'ai parlé de la mort de Ziza qui avait été tué à l'aide d'un couteau empoisonné. Et on payait chaque jeudi le journal là. Chaque journée, ça allait prendre 500 000 francs pour me salir dans le journal. Chaque fois qu'il y avait un procès pour m'éliminer. Mais Désiré Nam qui est là était le seul à dire non avec le journaliste de l'agence France Presse qui est ici en France, il peut témoigner. Et c'est pourquoi, quand ce gars-là m'a dit ça, j'ai dit, mais tu es malade? Tu penses que Désiré Nam peut me tuer? Qui a fait pour que je vienne en France? Il a pesé, nous étions au moins 6 fois au téléphone par jour. Et tout ça parce qu'on veut nous diviser. Et il y a des gens du pouvoir qui envoient des informations par personne interposée pour pouvoir brouiller les pistes. Vous savez, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, mais tu es allé faire quoi chez les femmes? Parce que le Côte du Nord, pour eux, c'était femmes. Quand ils écoutaient le Côte du Nord. Donc ça s'est divisé. Et ils ont monté une histoire, j'ai failli empoisonner Désiré avec son frère. J'ai que pour nous diviser, mais ils n'ont pas réussi. Donc vous aussi, faites attention. Je venais pour vous dire ça. Parce que le pouvoir est aux abois. Vous voyez les réactions là? Les réactions à Libreville prouvent que ce pouvoir est aux abois. Pas plus tard qu'avant hier, il y a eu une réunion de crise où j'étais pratiquement le sujet parce qu'à temps réel, je balance l'information qui contrecarre tous les plans qui sont fixés par le pouvoir. Donc, moi, je tenais à vous dire cela. Je ne veux pas, parce que nous avons un temps relativement court, et ici, il y a des questions naturellement, je reviendrai pour répondre. Je vous remercie.